Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux ce matin, ça fait vraiment plaisir. J'aurais jamais imaginé que la salle serait aussi remplie, donc vraiment merci beaucoup à tous. Donc comme vous l'avez entendu en intro et vu aussi sur le programme, je vais vous parler de Flutter ce matin. Donc l'idée de mon talk, c'est pas vraiment de vous montrer énormément de code ou des choses comme ça, mais plutôt de se dire aujourd'hui, Flutter, est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? Quels sont ses avantages? Quelles sont ses faiblesses? Alors, juste, je vais quand même me présenter rapidement, alors même si en introduction, ça a déjà été fait en partie. Donc, moi, je suis freelance et je travaille soit sur des projets Android, soit bien évidemment sur des projets en Flutter. Je suis aussi pas mal actif sur tout ce qui est l'aspect communauté autour de Flutter en France ou même dans les pays francophones en général. Donc pour info, il y a un Slack qui existe, sur lequel, bien évidemment, je vous invite à venir. Il y a une chaîne YouTube également. Et tous les lundis, je publie une newsletter autour de Flutter. Donc, soit il y a une version en français, soit il y a une version en anglais. Donc, je vous laisse vous y abonner si ça vous intéresse. Bon, assez de blabla, on va passer dans le vif du sujet. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit, donc, mon talk, essentiellement, il est là pour vraiment vous présenter Flutter dans sa globalité. Et donc, qu'est-ce que c'est? Du moins, la première question qu'on va se poser ensemble, qu'est-ce que c'est que Flutter? Bon, l'idée, c'est qu'on ne va pas faire non plus très compliqué, mais déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est que Flutter? C'est tout simplement un projet qui est open source et qui a été initié par Google. Alors, quand on dit open source, c'est du vrai open source, à savoir que ce n'est pas du tout comme Android, où comme vous le savez peut-être, si aujourd'hui vous regardez la version open source d'Android, sur l'AOSP, il n'y a pas tout, ou alors parfois ils en cachent un tout petit peu pour avoir des effets d'annonce. Sur Flutter, ce n'est absolument pas le cas. Et en plus, dans cette partie open source, il y a beaucoup de contributeurs externes qui y participent. Ensuite, Flutter, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est tout simplement un framework multiplateforme. Et quand on dit multiplateforme, Google parle d'informatique ambiante. Alors, qu'est-ce que ça définit? Parce que, bon, moi, la première fois qu'on m'a parlé d'informatique ambiante, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? En gros, l'idée de Flutter, c'est que c'est un framework multiplateforme et pas uniquement pour le mobile. Pourquoi? Parce que ça va fonctionner aussi sur le web, aussi sur le desktop, et potentiellement sur tout ce que vous voulez d'autre. Ensuite, Flutter, ça a été créé par des gens qui initialement travaillaient sur Chrome, et typiquement Flutter qui était plutôt orienté mobile au début, on va voir que justement, c'est un peu deux mondes qui viennent se rejoindre, et c'est plutôt pas mal, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Aussi, une des spécificités de Flutter, c'est que généralement, quand on parle de framework multiplateforme, c'est plutôt des frameworks qui sont faits avec des langages web, type JavaScript ou des langages comme ça. Flutter, à l'inverse, c'est presque plus un framework qui a été pensé pour des gens qui font déjà du mobile. Et une des particularités, c'est que Flutter, le code qui va vous générer, ce sera bien du code natif, c'est-à-dire du code qui va être optimisé pour la plateforme sur laquelle ça va être utilisé, tout simplement. Et enfin, Flutter, ça utilise Dart comme langage de programmation, mais là aussi, j'y reviendrai juste après. Alors bon, comme toute bonne introduction, il faut toujours donner des chiffres. Alors je vais vous en donner quelques-uns, histoire que comme ça, vous puissiez justifier au cas où on vous demande est-ce que Flutter, ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc là, ici, ce que vous voyez, ce sont des stats
Alors bon, on peut toujours faire dire ce que l'on veut à des statistiques. Ici, c'était le résultat d'un questionnaire qui avait été envoyé auprès de développeurs. Et grosso modo, si on résume, Flutter, c'est le seul framework qui serait en progression. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, après, j'ai peut-être pris aussi la stat qui m'arrangeait, mais bref. Donc, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que Flutter, ça augmente. Tous les autres, soit sont stables, soit diminuent. Aujourd'hui, Flutter, la version stable, c'est la 2.5. Et comme je vous indiquais au début, l'aspect communautaire et open source autour de Flutter est très importante. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des versions stables, il y en a tous les 3 mois. Et typiquement, les chiffres que vous voyez ici, c'est ce qui a été réalisé en 3 mois. Donc, il y a énormément de pull requests qui sont validés, il y a beaucoup de reviewers, beaucoup de contributeurs, et ça ne fait que s'accélérer. Donc, c'est assez impressionnant là-dessus. Alors aussi, je vous ai dit, il faut des chiffres, il faut des chiffres. Aujourd'hui, donc ça, c'est une information que Google donne de manière officielle. Sur le Google Play, il y a 150 000 applications qui sont faites en Flutter, sachant que, bon, on va simplifier, sur le Google Play, il y a à peu près 2 millions d'applications. Donc finalement, 150 000 sur 2 millions, c'est pas si mal. Et qui aujourd'hui utilise Flutter? Donc bien évidemment Google. Mais il y a aussi des grosses boîtes. Typiquement, je pense à BMW qui utilise du Flutter dans l'application qui permet de contrôler à distance en fait sa voiture. Donc en fait aujourd'hui, si vous avez une voiture de la marque, toute cette application fonctionne en Flutter. Et aussi, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce que très souvent, en fait, quand on parle de Flutter, généralement, c'est plutôt des petits projets où des gens s'amusent dans leur coin. Et l'application BMW, c'est une équipe de 300 personnes qui est derrière. Donc voilà, Flutter, ce n'est pas uniquement pour des projets dans la cave ou dans votre garage. Ça peut scaler, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil, dans les applications récentes qui sont sorties, il y a la nouvelle version de l'application Philips Hue qui a été entièrement refaite en Flutter. Bon, certains d'entre vous diront peut-être que les premières versions étaient pas mal buggées, ce qui n'est pas faux. Mais maintenant, ils ont corrigé les problèmes, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler et de les citer en exemple. Alors, maintenant que bon, on a un peu passé cet aspect marketing, parce que bon, c'est pas ça vraiment qui nous intéresse, on va voir comment est-ce que Flutter fonctionne. Donc juste avant de s'intéresser à Flutter, quand on parle d'applications mobiles, parce que c'est là où je vais me focus dans un premier temps, généralement quand on fait une application mobile, la meilleure des manières, et c'est indiscutable là-dessus, c'est d'utiliser le SDK de Google ou le SDK d'Apple. Pourquoi? Parce que ça a les meilleures performances, ça a la meilleure intégration au système. Là-dessus, il n'y a absolument pas débat. Voilà, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Par contre, il y a un aspect négatif, c'est que aujourd'hui, on a 2 plateformes, Android et iOS, et donc ça oblige à créer 2 applications, et donc il faut tester 2 fois, il faut déployer 2 fois. Généralement, ce que l'on dit, c'est que ça nous coûte 2 fois plus cher. Et donc, par chance, il n'y a que 2 plateformes, mais imaginons qu'il y en ait beaucoup plus, le coût serait multiplié à chaque fois. D'où l'idée de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser ces développements pour justement réduire le coût? Et c'est ce que permet Flutter. Et Flutter, comment est-ce qu'il s'y prend pour justement réaliser ces applications multiplateformes?
Donc, contrairement à beaucoup d'autres frameworks qui sont multiplateformes, il n'y a absolument pas de web à l'intérieur, donc pas d'interprété ou des choses comme ça. Vous allez bien avoir du code natif qui va être généré, donc c'est ce qui va permettre, en termes de performance, d'être presque au niveau des applications natives que je vous présentais juste avant. Ensuite, une des choses à savoir, c'est que Flutter, ils ont opté pour... du moins, pardon, je rembobine. La manière dont Flutter dessine à l'écran est relativement particulière. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent « Donne-moi un canevas et c'est moi qui dessine sur ce canevas ». Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir opté pour cette manière de faire? Ben finalement, vu que c'est Flutter qui s'occupe de dessiner, que vous soyez sur Android, sur iOS, sur le web ou sur le desktop, ben vous avez toujours la garantie que ce sera dessiné de la même manière. Donc, en fait, en termes de test, finalement, c'est plutôt un avantage parce que ça vous évite vous avez cette garantie. Par contre, on peut aussi voir ça d'une manière un peu plus négative. Vu que c'est Flutter qui doit tout redessiner, ben ça veut dire qu'ils ont dû recréer l'ensemble des composants graphiques. Et donc ça, ben c'est un énorme boulot, d'autant plus que je vous ai listé le nombre de plateformes, et les nombres de plateformes, il y en a beaucoup. Mais là-dessus, je vous rassure, grosso modo, tout est, du moins, vu l'âge du projet, maintenant, ça ne pose plus problème, et en gros, vous allez tout retrouver en termes de composants graphiques. Et ensuite, aussi, quelque chose qui est important, c'est ce que vous voyez juste en dessous sur mon graphique, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire communiquer votre code que vous allez développer et qui est en Dart avec la plateforme qui est en dessous. Donc pour ça, on utilise un mécanisme qui s'appelle les platform channels et qui a la particularité d'être particulièrement performant. On n'est pas, par exemple, sur l'équivalent des frameworks web qui, eux, vu que c'est de l'interprété, ben, ça n'a pas toujours des très très bonnes performances. Pour ce qui est de Flutter, là-dessus, vous n'aurez pas de souci. Alors, si maintenant on commence un tout petit peu plus à ouvrir le capot et s'interroger qu'est-ce qu'il y a derrière Flutter. Alors en réalité, il y a 3 briques principales. Celle qui est tout en haut, qui s'appelle le framework, c'est celle que vous allez utiliser lorsque vous développez des applications. Et la particularité de ce framework, qui est donc la partie en vert sur mes slides, c'est que vous avez accès à 100% des API. Donc, comme je vous l'ai dit au début, je suis aussi développeur Android et vous devez probablement savoir que sur Android, il y a pas mal d'API qui sont cachés, qui ne sont pas utilisables. En Flutter, ce n'est absolument pas le cas. Vous avez accès à tout. Et ce qui est intéressant, c'est que soit vous utilisez les composants graphiques de type Material ou Cupertino, en gros, c'est les boutons, des choses comme ça qui ont déjà été faits pour vous. Ou alors, à l'inverse, vous vous dites, moi j'ai envie de dessiner pixel par pixel à l'écran. Vous pouvez le faire aussi. Donc, c'est là où Flutter a quand même quelque chose de super intéressant et énormément flexible sur ce que vous voulez faire. Juste en dessous, vous retrouvez un moteur qui est développé en C ou en C++. J'y reviens pas dessus parce que, a priori, vous n'aurez jamais besoin d'y toucher. Mais bon, voilà, sachez qu'il y a plein de briques à l'intérieur. Donc là, vous, grosso modo, quand vous allez générer une application, vous avez votre code qui utilise le framework et qui est lié au moteur. Et ensuite, une fois qu'on a cette brique, forcément, il va falloir l'exécuter pour Android, pour iOS, pour le web ou plein d'autres choses. Et ce qui s'appelle les embedders, c'est tout simplement ce qui vient faire le lien entre votre application Flutter et la plateforme. Donc, dès lors que
vous avez envie de déployer votre application Flutter, il faut avoir un embedder. Donc, par exemple, il y a un embedder pour le web. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les instructions que le moteur Flutter lui donne et il va générer de l'HTML, du CSS, de tout ce que vous voulez à partir de ce qu'on lui aura envoyé. Alors juste pour info, la partie WebAssembly, je l'ai indiqué, mais il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est uniquement, c'est vraiment très expérimental. Et quand vous générez du Flutter pour le web, ça utilise soit de l'HTML, soit plutôt un truc qui s'appelle CanvasKit, mais j'y reviendrai après. Donc voilà, il suffit de créer cet embedder. Et donc potentiellement, si vous avez votre propre plateforme, ben, grosso modo, vous écrivez votre propre embedder et votre application Flutter va tourner dessus. Alors maintenant qu'on a vu et qu'on a un peu ouvert ce capot, on va s'intéresser justement plutôt à ce que nous, développeurs, on va utiliser. Alors, Flutter, la particularité, c'est qu'il utilise une notion qui s'appelle la Declarative UI. Ce concept, vous le retrouvez ailleurs, notamment sur SwiftUI ou sur Jetpack Compose. Mais bon, pour la faire simple, Flutter était arrivé avant. Et c'est quoi ce concept précisément? Donc, si on regarde ici ce que vous voyez à l'écran, c'est du code qui est fait en SwiftUI. Volontairement, je n'ai pas pris du Flutter. Mais l'idée, c'est que quand vous allez écrire votre interface graphique, vous allez la décrire plutôt que vous allez la décrire dans le code plutôt que d'utiliser du XML, du YAML ou que sais-je. Voilà, tout se fait vraiment dans le code. Et l'idée, comme son nom l'indique, c'est bien de déclarer, d'exprimer qu'est-ce qu'on veut qu'il soit affiché à l'écran. Ensuite, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez justement déclarer votre interface, tous les composants graphiques, ça s'appelle des widgets en Flutter. Et même, on dit qu'en Flutter, tout est un widget. Pourquoi? Parce qu'un widget, en toute logique, ça peut être un texte, une icône, une image. Mais un écran, c'est aussi un widget. L'application, c'est un widget. Une animation, c'est aussi un widget. Donc voilà, c'est pour ça qu'en Flutter, vraiment, on dit que tout est un widget. Alors, imaginons qu'on veuille prendre un exemple et on veuille essayer de recréer là le petit exemple que je vous montre. Mais grosso modo, vous allez avoir ces widgets-là qui vont être utilisés. Donc bon, il n'y a rien de très compliqué. Vous avez un container, une colonne pour dire qu'on a des éléments les uns en dessous des autres, etc. etc. Et comment est-ce que ça se code? Sous cette forme-là. Donc l'avantage de cette déclarative UI, c'est qu'au final, c'est très lisible, même à la limite pour quelqu'un qui n'est pas technique. Donc presque votre designer, il serait capable d'écrire ce qui est écrit là-dessus parce qu'il n'y a rien de compliqué. Et c'est là où c'est justement pas mal intéressant. Donc ça, si vous vous souvenez au début, je vous ai dit quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de Flutter. Typiquement, ça c'est plutôt une force parce que n'importe qui peut le faire. Mais maintenant, on va passer à ce que moi je considère un peu plus comme une faiblesse. Alors, vous voyez ici, on va se dire qu'on veut rendre les choses interactives. Et c'est là où ça se complexifie un tout petit peu. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre vue et il y a un événement qui est lancé. Donc là, ici, typiquement, l'événement, c'est je clique et il faut incrémenter la valeur. Donc l'idée, c'est qu'à côté de votre vue, vous allez avoir ce qu'on appelle une solution de gestion d'état ou de state management en anglais. Et cette brique,
elle va justement prendre votre événement et en faire quelque chose. Donc potentiellement, ça peut être interroger des bases de données, bref, ça peut faire tout ce que ça veut. Là-dessus, ce n'est pas le plus important. Et une fois que ça a terminé, vous avez un nouvel état, et ce nouvel état, il est transmis à votre vue. Donc en soi, normalement, là-dessus, je ne vous apprends rien. Quand on est des développeurs, on a un événement en entrée, on fait des trucs, et en sortie, il y a quelque chose. Mais là où, pour moi, c'est une faiblesse en Flutter, c'est que qu'est-ce qu'il faut utiliser pour cette brique-là? Et le problème, c'est que ici, vous voyez, c'est à peu près le nombre de propositions que vous avez en Flutter. Donc ça peut être vu comme quelque chose de très ouvert, dans le sens où vous voyez ici des solutions pour gérer l'état, vous en avez énormément. Mais si on se place à la place d'un débutant, la question qui va se poser, c'est « OK, mais j'utilise quoi ?» Et le problème, c'est que Google, là-dessus, ils n'ont pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'ils disent « faites ce que vous voulez ». Et le problème, c'est que généralement, quand on est débutant, faire ce qu'on veut, c'est peut-être pas toujours une très très bonne réponse à donner. Donc là-dessus, c'est là où moi, justement, je dis que peut-être que ça mériterait que Google soit plus restrictif, en tout cas en termes de conseils qu'il donne. Mais là-dessus, les choses ont un tout petit peu changé. Comme si vous vous souvenez, au début de mes slides, je vous ai dit que la dernière version de Flutter était sortie au mois de septembre. Et en fait, au mois de septembre, ils ont rajouté un template dans Flutter. Ce nouveau template s'appelle Skeleton. Et justement, dans ce template, enfin, ils se sont décidés à choisir une solution de state management. Ce n'est pas nécessairement la meilleure ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ils ont fait un choix et ils donnent le code, en toute logique, qui va avec. Donc, en soi, l'application, du moins ce template plutôt, il est relativement basique. C'est juste un écran avec une liste, liste détail, et la possibilité de changer de thème ou de choses comme ça. Mais voilà, enfin, ils ont compris qu'il fallait guider les développeurs pour particulièrement les débutants, parce que des solutions, c'est bien beau d'en avoir X, mais bon, il faut quand même se décider à un moment donné. Donc ça, c'est une des premières faiblesses que moi je mets à Flutter. Maintenant, on va en voir une seconde qui concerne le changement d'écran. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les écrans, ce sont des widgets. Et bon, pour basculer d'un écran à l'autre, en Flutter, on utilise un composant qui s'appelle le navigator. Ce navigator, il existe depuis vraiment que Flutter existe. Et on l'appelle tout simplement le navigator 1.0. Le seul problème de ce navigator 1.0, c'est qu'il a été initialement fait pour plutôt l'aspect mobile des choses. Et vu que, au fur et à mesure des années, Flutter Web a été ajouté, sur le web, le problème du navigator 1, c'est qu'il n'avait pas suffisamment de fonctionnalités pour répondre au cahier des charges. Typiquement, quand vous faites du web et que vous appuyez sur le petit bouton précédent, vous avez un historique des pages par lesquelles vous êtes passé. Et potentiellement, cet historique, vous avez envie de le modifier à la volée. Par exemple, je ne sais pas, vous vous connectez, peut-être que vous avez envie de changer l'ordre des pages ou des choses comme ça. Et c'est plutôt compliqué de le faire avec le navigator 1.0. Donc, si je vous dis 1.0, qu'est-ce que Google a fait? Ils ont sorti le navigator 2.0. Et le problème du navigator 2.0, c'est que je pense que j'ai jamais vu ça, même sur Android, qui est connu pour avoir énormément de code boilerplate, donc c'est-à-dire énormément de code à écrire pour pas grand-chose. Et le navigator 2, je ne sais plus le nombre de classes qu'il faut, mais c'est au moins 4 ou 5.
juste pour dire « je veux changer d'écran ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le genre de réaction qu'il y a eu sur GitHub qui disait vous êtes vraiment sûr que c'est ce que vous voulez faire dans le Navigator 2, de faire ça aussi compliqué? Et comme vous le voyez, le ticket, il a été fermé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fermé? Tout simplement parce qu'au final, on peut utiliser le Navigator 1 ou le Navigator 2. En fait, les deux sont rétrocompatibles. Bon, le 2 est rétrocompatible avec le 1, plutôt dans ce sens-là. Mais là aussi, il y a une question qui se pose pour les gens qui commencent à développer pour la première fois en Flutter. Parce que une fois que les gens ont vu à quel point le Navigator 2 était compliqué, tout le monde dans son coin a essayé de simplifier les choses, et chacun dans son coin a développé sa propre bibliothèque pour simplifier les choses. Et donc là aussi, la question que tout débutant va se poser, qu'est-ce que je fais dans toute cette liste? C'est lequel qu'il faut que j'utilise? Est-ce que j'utilise le Navigator 1? Est-ce que j'utilise le 2? Est-ce que j'utilise une lib à la place? Là-dessus, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Et typiquement, si je reprends tout à l'heure l'exemple là du squelette d'application, eux, ils utilisent la version 1. Donc, c'est un peu compliqué pour un débutant de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a une version 2? Finalement, on utilise la version 1. Voilà, c'est un peu... en fait, et la vraie réponse là-dessus, c'est ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, c'est pas très, très, très bien. Donc voilà, là-dessus, quand je disais force et faiblesse, pour moi, ça, c'est plutôt une faiblesse. Bon, maintenant, on va s'interroger plus sur des aspects positifs. Donc, comme je vous l'ai indiqué au début, vos applications en Flutter, elles sont conçues en Dart. Donc, ce langage, pour vous la faire rapidement, il a une dizaine d'années. Et au début, il a été conçu pour venir compléter, voire remplacer le JavaScript. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, le JavaScript était pas nécessairement adapté si vous aviez des grosses applications à faire. Et pour faire du Dart au début, donc c'était donc pour faire du web, il fallait utiliser une machine virtuelle. Mais cette machine virtuelle, elle est côté client. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que pour que ça puisse fonctionner, pour que vous puissiez faire tourner du Dart, il fallait que le navigateur possède cette machine virtuelle. Bon, pour vous la faire simple, quand ça a été le tour de Chrome, forcément, vu que c'est Google, ils l'ont implémenté. Mais tous les autres, ils ont dit hors de question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dart, ça marchait sur Chrome, mais ça ne marchait pas sur les autres navigateurs. Donc, en gros, qu'est-ce que ça a fait? Les développeurs s'y sont intéressés, et voyant que les navigateurs ne s'intéressent pas, le projet s'est un peu cassé la gueule. Du coup, ils ont essayé un plan B vers les années 2015, qui cette fois-ci, ça a été de se dire, bon, OK, il n'y a pas de machine virtuelle, quel est le plan B? Le plan B, ça a été de transpiler le code en Dart vers du JavaScript. Mais là aussi, ça n'a pas vraiment pris, et on va se dire que presque le langage était en train de mourir. Fin des années entre 2015 et 2020, c'était sur la pente descendante. Mais à ce moment-là, c'est là où Flutter est venu un peu, voilà, comme je le mets dans les slides, un peu à la rescousse. Et depuis, on a basculé sur Dart 2.0. Et pour la faire simple, et pour, bon, je grossis un peu le trait, mais maintenant, Dart, c'est devenu le langage pour Flutter. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est un langage qui évolue très rapidement, quasiment au même rythme qu'il y a des versions de Flutter, donc à peu près tous les 3 mois. Et il y a des fonctionnalités qui sont super intéressantes depuis qu'ils ont basculé
qui sont du moins plus orientés vers Flutter, c'est le langage est fortement typé, la gestion du nul, donc si vous faites du Kotlin par exemple, désormais vous avez cette notion-là qui existe. Vous avez Dart-FFI aussi qui a été mis en place. Alors pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, auparavant, si vous aviez par exemple du code en C ou en C++, donc votre application en Flutter était d'un côté avec du Dart, et s'il y avait du code en C de l'autre côté, en fait, les deux ne pouvaient pas communiquer directement. Il fallait forcément passer, par exemple, imaginons que vous ayez une application Android, ça donnait Dart appelle du Kotlin ou du Java, qui lui-même appelle du C. Et donc, faire toutes ces étapes-là, forcément, en termes de performance, ce n'était pas terrible. Donc là, maintenant, grâce à Dart-FFI, le Dart peut directement appeler du C, du C++, du Rust. Bref, on voit que Dart, pour le coup, c'est vraiment un langage qui renaît grâce à Flutter. Aussi, donc ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est la roadmap de un peu qu'est-ce qui arrive sur Flutter. Et en l'occurrence, il y a un élément dont ils ont commencé à parler et qui, aujourd'hui, est une faiblesse, mais qui, dans l'avenir, sera plutôt, par contre, ils viendront combler quelque chose de très important. Et c'est ce qui s'appelle le static metaprogramming. Alors bon, moi je dois vous avouer, la première fois que j'ai entendu ce nom-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous expliquer. Dans votre code, très souvent, vous utilisez des annotations, et ces annotations vont vous générer du code de manière automatique. Et cette génération de code, elle se fait généralement quand vous buildez votre application. Ça, aujourd'hui, en Dart, ça n'existe pas. Et donc, en effet, c'est une faiblesse. Mais il y a une manière, en fait, de contourner ça. C'est d'utiliser un outil ou une bibliothèque, peu importe, qui s'appelle BuildRunner. Donc l'idée de BuildRunner, c'est quoi? C'est tout simplement, il regarde votre code, il regarde à chaque fois qu'il y a des annotations, et il va générer ça pour vous. Donc au final, ça revient un peu au même. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que BuildRunner, c'est une commande qu'il faut lancer à la main. Donc si vous oubliez, si vous faites des modifs dans votre code et que vous oubliez de l'appeler, votre code, il n'est pas à jour. Et en plus, BuildRunner, il n'est pas très très performant. Moi, typiquement sur des projets, ça peut être bien 1 à 2 minutes, rien que pour s'occuper de tout régénérer à chaque fois. Donc, certes, on a la possibilité de générer du code dynamiquement, mais on voit que si on oublie par exemple d'appeler à la main cet outil-là et qu'on lance l'appli, ça peut être problématique. Donc, ils vont l'améliorer, mais ça reste à l'instant T une faiblesse. Par contre, là où Dart est un langage qui est super, c'est le fait que à partir d'une même base de code, de votre même code, il peut être déployé de partout. Et c'est justement ce qui explique pourquoi est-ce que Flutter l'utilise. Parce que ça peut faire du JavaScript, ça peut tourner dans une VM, et ça peut aussi générer du code natif. Donc ça, pour le coup, ça fait partie des aspects positifs. Mais donc voilà, comme vous voyez, quand je vous ai dit force et faiblesse, Dart est un peu ambivalent. C'est un langage qui a des forces et des faiblesses. Je ne peux pas vous le dire autrement. Alors, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit il y avait une grande étape jusqu'aux années 2015. Il y avait notamment plein de projets qui ont été créés pendant cette période. Notamment un qui s'appelle Angular Dart, qui était, comme son nom l'indique, l'équivalent de l'implémentation d'Angular, mais en version Dart. Ce projet-là, il est encore utilisé aujourd'hui, notamment dans la console pour le Google Play. Donc typiquement, si vous trouvez que la console sur le Google Play n'est pas très très rapide, vous pouvez remercier ce projet-là.
Et par contre, voilà, donc ce projet-là, maintenant, il est en mode maintenance, c'est-à-dire que Google a décidé de ne plus y investir dessus. Pourquoi? Parce qu'à la place, ils ont réalloué tous les Googlers sur Flutter Web. Donc, si vous aviez des applications en Angular Dart, aujourd'hui, vous êtes forcé de basculer vers du Flutter. Il faut le savoir. Donc, voilà. Dart, il est capable de faire des sites web. OK. Dart, c'est aussi capable de faire des serveurs web. Et pour cela, il y avait une bibliothèque officielle qui était faite par des Googlers. Mais c'est pareil, elle n'est plus maintenue. Et donc maintenant, c'est la communauté qui doit tant bien que mal se débrouiller avec. Et typiquement, il y a un projet qui s'appelle Conduit. Je ne sais pas trop comment on le dit en anglais. Mais voilà, donc il y a toujours des équivalents qui existent aujourd'hui. Mais pour les gens qui avaient investi du temps sur des technos comme Angular Dart ou sur Aqueduct, il faut tout refaire. Par contre, dans les choses positives qu'il y a sur Dart, il y a ce qu'on appelle le Dartpad, qui est dans d'autres langages ce qu'on appelle un playground, et qui donc vous permet de tester ce langage dans votre navigateur. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, ce Dartpad? C'est que vous pouvez l'utiliser soit pour faire du Dart pur et dur, soit vous pouvez aussi l'utiliser pour exécuter du code en Flutter dans votre navigateur. Et donc ça, c'est plutôt sympa pour tester. Et typiquement, toute la doc de Flutter utilise ce Dartpad. Donc quand vous regardez la documentation, vous pouvez tester en direct le code. Et ce n'est pas uniquement du code 1+1, c'est vraiment l'aspect visuel que vous pouvez avoir aussi. Donc là-dessus, voilà, comme je vous dis, en fait, il y a des points positifs, des points négatifs. Voilà, il y a toujours un peu une balance dans les deux côtés. OK, maintenant on va revenir à Flutter, et je suis un peu à la bourre, donc je vais accélérer. Alors, Flutter, aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça fonctionne sur 3 grandes parties de device. Le premier, c'est le mobile avec Android ou iOS. Pour moi, aujourd'hui, très clairement, c'est là où vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que c'est la version la plus stable, parce que c'est historiquement ce sur quoi ils travaillent depuis le plus longtemps. Donc, en termes de compatibilité, grosso modo, vous n'avez aucun souci, parce que vu les versions, quand ça a été sorti, c'est quasiment 100% des utilisateurs. Le seul petit truc, mais qui pour moi n'en est pas un, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire des applications Apple Watch. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire du multiplateforme pour faire de l'Apple Watch? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Tout simplement parce que le moteur Flutter, c'est-à-dire que votre projet de base, il est trop gros pour en fait tourner sur une appli Apple Watch qui est limitée en termes de taille. C'est pour ça que c'est incompatible en tant que tel. Mais ensuite, sur le mobile, vous allez avoir tous les composants matériels, tous les composants Cupertino, et en termes de fonctionnalité, honnêtement, vous allez avoir aucun souci. Cupertino, je ne l'ai pas précisé, mais c'est les composants graphiques iOS. Donc voilà, pour moi, le mobile, c'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et même sur cet aspect mobile, vous avez non pas uniquement Google qui travaille dessus, mais vous avez aussi des contributeurs comme Microsoft qui, vous le savez peut-être, ont sorti un téléphone pliant, le Surface Duo. Typiquement, toutes les API qui gèrent ces écrans pliants, c'est Microsoft qui a apporté sa brique de son côté. Bon, la manière dont ils l'ont implémenté n'est pas terrible parce qu'il faut forquer le moteur, mais en soi, vous pouvez aussi faire gérer ces téléphones-là. Donc ça, c'est pour le mobile. Ensuite, maintenant sur le web. Pour moi, donc Google le qualifie de stable aussi. Moi, je ne suis pas trop d'accord. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est
une bêta plus plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez... du moins, si vous me dites, est-ce que j'ai des exemples de sites en Flutter Web? Il n'y en a pas énormément qui existent. Bon, on va essayer de voir quand même qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui ne l'est pas trop. Donc, qu'est-ce qui est positif? C'est super simple à déployer. En gros, vous avez un dossier et vous le mettez en ligne et c'est fini, votre site il fonctionne. Là où il faut faire attention aussi, c'est il faut penser qu'un site web, ça ne s'utilise pas nécessairement que comme une application mobile. Donc, le fait, du moins l'assertion qui dit une seule base de code fonctionne de partout, oui, mais n'oubliez pas que derrière votre application, il y a des utilisateurs et que potentiellement, s'ils utilisent une souris ou un clavier, il faut aussi penser à eux et potentiellement faire quelques adaptations. Par contre, voilà, là où moi j'ai plutôt c'est là où moi je le qualifie plutôt de bêta++. Typiquement aujourd'hui, quand donc vous prenez votre code en Dart et que vous générez votre Flutter Web, en fait, ça vous génère un énorme fichier JS qui peut faire plusieurs mégas. Et le problème, c'est que quand vous lancez un site, qu'est-ce qui se passe? Il faut télécharger non pas une page, mais vous téléchargez toute l'application. Donc votre utilisateur qui est là derrière, il doit attendre. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est qu'en termes de SEO, c'est vraiment pas terrible. Parce que de la même manière, Google va vous pénaliser en disant que le temps avant que la première frame soit dessinée, ça prend beaucoup trop de temps. Donc voilà, si aujourd'hui, vous voulez faire du Flutter Web pour un site web, c'est pas fait pour ça. Et là-dessus, Google a enfin changé d'opinion et il ne conseille plus de faire du Flutter pour le web pour un site internet basique. Il l'évoque plutôt pour des applications. Donc typiquement, je ne sais pas, vous avez un dashboard ou des choses comme ça, où le SEO, on n'en a rien à faire, par exemple. Dans ce cas-là, ça passe. Mais pour tout le reste, Flutter Web, évitez, j'en sais rien, vous avez un blog ou quelque chose comme ça, ce n'est pas une techno qui est faite pour ça. Donc faites attention, Google communique très 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 mal là-dessus, en tout cas je trouve. Mais par contre, une fois que vous avez lancé l'application en tant que telle, ça marche plutôt bien. Mais voilà, ça va dépendre dans quel cadre vous voulez l'utiliser. Et enfin, pour terminer, il y a la partie desktop. Donc ça fonctionne sur Mac, Windows et Linux. Donc je vais passer sur chacun. Donc pour macOS, grosso modo, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi? Parce que l'implémentation qu'ils en ont fait, ça utilise Metal. Donc Metal, si vous ne connaissez pas, c'est un peu l'équivalent d'OpenGL ou de Vulkan version Apple. Et donc, ils ont choisi cette méthode-là. Et donc, ce qu'ils ont fait pour iOS, finalement, fonctionne très bien sur macOS. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, typiquement, ça m'arrive de développer direct là-dessus parce que c'est le plus simple. Ils auraient pu utiliser un outil qui s'appelle Catalyst. Catalyst, c'est ce qui permet de transformer les applis iPad en macOS. Mais finalement, ils n'en ont même pas eu besoin. Pour ce qui est de Windows, ça peut vous générer des applications soit en Win32, soit en UWP, donc Universal Windows. Et je ne sais plus qu'est-ce que c'est le P, c'est pas grave. Mais en tout cas, UWP, cette semaine, Microsoft a annoncé que de toute manière, c'était déprécié. Donc au final, on s'en fout. UWP, c'est si vous avez envie de faire des applications pour votre Xbox ou pour HoloLens. Donc, bon, je pense que c'est pour pas grand monde. Donc, vu que ça fait du Win32, grosso modo, ça marche à peu près correctement aussi. Et pour terminer, pour ce qui est de Linux,
là, par contre, il y a vraiment, c'est ce qui est pour moi le plus encourageant. Ouais, le plus encourageant. Pourquoi? Parce que Canonical, donc la société qui est derrière Ubuntu, a décidé que désormais, toutes leurs applications qui développaient pour Ubuntu sont faites en Flutter. Et donc aujourd'hui, si vous installez la version 21.10 d'Ubuntu, l'installateur graphique qui est au début a été entièrement fait en Flutter. Donc ils ont pris une brique qui était quand même très importante, parce que si elle ne fonctionne pas, cette brique, vous ne pouvez pas installer Ubuntu. Donc c'est vous dire à quel point ils sont confiants en Flutter. Et aujourd'hui, ils y contribuent aussi, voilà, pour faire simple, aujourd'hui, toutes les contributions Linux sur Flutter, bah, c'est Ubuntu qui est derrière. Et là où c'est intéressant, c'est un petit projet que j'ai trouvé. Il y a même Ubuntu Frame qui a un truc intéressant. C'est la possibilité d'utiliser en mode de kiosque Ubuntu et du Flutter. Donc potentiellement demain, vous arrivez à la gare SNCF et c'est votre application en Flutter qui tourne, parce que l'idée d'Ubuntu Frame, c'est voilà, se dire il y a une seule application qui est visible par un utilisateur. Donc ça fait partie des projets qui sont relativement prometteurs. OK, je suis à la bourre, du coup je vais accélérer. Le Flutter, vous avez plein d'outils qui existent, notamment un qui s'appelle les DevTools et qui vous permet, depuis votre navigateur, de tester un peu dans tous les sens. Donc ça aussi, ça fait partie des forces de Flutter. Pardon. Google travaille aussi sur une solution de ce qu'on appelle le Server-Driven UI. En gros, c'est quoi? C'est tout simplement votre serveur qui vous dit moi, j'ai envie que tu me dessines une page avec 3 boutons à l'intérieur. Donc ça, il l'exprime dans un certain langage. Et automatiquement, ça va vous générer le code qu'il faut avec. Donc il y a des expérimentations qui sont faites là-dessus chez Google. Bon, là-dessus, je passe vite. Tant pis, ce sera pour plus tard. Là où c'est intéressant aujourd'hui, c'est que Flutter, non seulement donc ça fonctionne sur les différentes plateformes que je vous ai dit, mais ça fonctionne aussi en prod aujourd'hui sur les Nest Hub, donc les Google Assistants, qui, eux, tournent sur Fuchsia, le fameux système d'exploitation dont personne ne connaît. Moi, si, maintenant, il est officiel. Ça fonctionne là-dessus. Ça fonctionne aussi sur Tizen, Tizen étant le système d'exploitation de Samsung pour les télés et pour ses montres. Ça fonctionne aussi sur HarmonyOS, s'il y a encore des gens qui achètent des trucs Huawei. Je ne sais pas. Et Toyota qui l'utilise pour l'interface graphique de ses voitures. Du moins, vous savez, les différents écrans qu'il y a sur les voitures. OK. Et donc, du coup, pour conclure, comme je l'ai dit, force et faiblesse, qu'est-ce que moi je vous recommande? Donc aujourd'hui, si vous voulez faire du mobile, pour moi, je vous dis, allez-y, il n'y a pas de souci, parce que c'est le plus stable, c'est là où vous allez retrouver toutes les fonctionnalités, etc., etc. Par contre, le petit négatif, c'est que parfois, sur iOS, quand vous lancez des animations, quand vous lancez l'application pour la première fois, parfois les animations sont pas, il y a un peu quelques lags. Sur le web, d'une manière générale, vous pouvez y aller, mais attention, ça va dépendre de votre projet. Et enfin, sur le desktop, grosso modo, ça marche, mais tous les composants graphiques ne sont pas toujours là. Donc, il faut faire attention là-dessus. Et aussi, quelle est la priorité que Google met là-dessus? Aujourd'hui, leur focus, il est très clairement sur le mobile et sur le web. On voit très clairement que sur le desktop, c'est moins urgent pour eux. Donc voilà,
C'était juste là-dessus que je voulais finir. Juste, il y a un livre qui existe que vous pouvez télécharger gratuitement qui s'appelle Flutter Apprentice, si vous voulez vous mettre à Flutter. Et je suis à la bourre. Merci à tous.